Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse géopolitique assez percutante, issue d'une source vidéo. Elle décortique le récent conflit Israël-Iran, celui qu'on a surnommé la guerre des 12 jours. Notre objectif ici, c'est vraiment d'extraire les idées fortes de cette analyse, comprendre un peu sa lecture sur la dimension, disons, médiatique du conflit, et puis les parallèles qu'elle fait avec d'autres crises, notamment l'Ukraine. Alors, d'entrée de jeu, ce qui frappe, c'est la façon dont la source questionne cette appellation même, guerre des 12 jours. Elle la met en regard de la guerre des 6 jours, celle de 1967, mais elle souligne tout de suite une différence qui est majeure. Cette fois, il n'y avait pas de menace existentielle réelle pour Israël, pas comme en 67. Du coup, selon cette lecture, ce nom, guerre des 12 jours, ce serait plutôt une astuce médiatique, quoi. Intelligente pour viser la désescalade et puis pour donner une image de victoire israélienne en demi-teinte, même si au fond l'analyse dit bien que ce n'est ni une victoire israélienne ni iranienne d'ailleurs, c'est plutôt une victoire pour la paix face à une volonté d'escalade qui est attribuée, elle, à Netanyahou. Oui, c'est vrai que cette idée de construction médiatique, elle est vraiment au cœur du propos. L'analyse fait même un parallèle assez audacieux, je trouve, avec le film Wag the Dog, des hommes d'influence en français. L'idée, en gros, c'est qu'on aurait assisté à une sorte de spectacle un peu contrôlé, où l'image, la perception médiatique, la queue dans la métaphore, aurait remué la réalité du terrain, le chien. On est loin, très loin des grandes manœuvres militaires décisives de 1967. Ici, on serait beaucoup plus dans le domaine de la communication stratégique, en fait. Et cette gestion du conflit, justement, elle contraste fortement, toujours selon cette source, avec ce qui se passe en Ukraine. L'argument avancé, c'est que les amis d'Israël, eux, auraient activement œuvré pour la désescalade. Ils auraient offert une porte de sortie honorable. Un peu comme si on disait « Bon, ok, appelons ça la guerre des 12 jours, vous avez gagné, circulez ». Une sorte de sortie négociée en quelque sorte. Voilà, alors qu'à l'inverse, pour l'Ukraine, la lecture est que le pays aurait été poussé à combattre, jusqu'aux derniers Ukrainiens, c'est la formule utilisée. Soutenu non pas par de vrais amis, mais plutôt par des acteurs qui seraient intéressés par un affaiblissement mutuel de la Russie et de l'Ukraine. C'est une vision assez dure, oui. Assez tranchée. Et cette différence de traitement, on la retrouverait aussi au niveau médiatique. Absolument. C'est un autre point fort de l'analyse. Elle met en avant la presse israélienne. Elle cite des titres comme Haaretz, souvent critiques du gouvernement d'ailleurs, mais aussi le Jerusalem Post, Times of Israel, ou même un média plus indépendant, comme Plus 972 Magazine. L'idée, c'est que cette presse offrirait une réelle diversité de points de vue. Et elle affirme même que cette presse aurait assez vite contourné, ou en tout cas levé, la censure qui avait été imposée au début, pour rapporter les dégâts réels. On parle des 500 millions de dollars de dégâts au Weizmann Institute, des impacts sur certaines bases militaires. Ah oui, des faits concrets. Exactement. Ce qui permettrait du coup aux citoyens d'avoir un débat public plus informé pour évaluer les décisions politiques. Et ça, c'est mis en opposition avec ce que la source décrit comme de la désinformation sur certains canaux, notamment ceux qui visent l'étranger, comme i24 News par exemple, ou même avec une situation médiatique en France qui est jugée moins libre selon cette analyse. D'accord. Et il y a un autre point qui est vraiment, qui m'a marqué dans cette analyse, c'est la stratégie qui est prêtée à Benjamin Netanyahou. Il est carrément qualifié de Bernie Madoff de la guerre. C'est fort comme image. C'est très fort, oui. L'idée derrière cette métaphore, c'est qu'il aurait besoin de conflits toujours plus grands, un peu comme une pyramide de Ponzi qui a besoin de nouveaux investisseurs pour se maintenir au pouvoir. Une sorte de fuite en avant permanente. C'est ça. Et la source va plus loin en s'appuyant apparemment sur des articles du Times of Israel et des analystes israéliens. Elle suggère qu'il pratiquerait ce qu'elle appelle un antizionisme d'élevage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Antizionisme d'élevage? L'idée serait de laisser prospérer, voire même de financer indirectement, des groupes extrémistes comme le Hamas, pour créer un ennemi parfait, un épouvantail. L'analyse utilise l'image de Baba Yaga, la sorcière du folklore slave. D'accord. Et cet épouvantail, à quoi il servirait? Eh bien, il rendrait sa propre politique, celle de l'extrême droite israélienne, le sionisme révisionniste, il la rendrait non seulement acceptable, mais presque nécessaire aux yeux d'une population qui a peur, logiquement. Ah, je vois, pour justifier sa propre ligne dure. Exactement. L'objectif ultime, selon cette thèse, ce serait de déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'éventail des idées jugées acceptables dans le débat public israélien.
le déplacer toujours plus vers la droite. C'est une lecture très politique des motivations internes, effectivement. Bon, on a parlé médias, politique, mais sur le plan militaire, technologique, qu'est-ce que l'analyse met en avant? Israël y investirait massivement. Et là, il y a un point assez sensible qui est soulevé. Des révélations, ou en tout cas des suggestions, d'une coopération entre le Mossad et l'AEIA. L'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, via son directeur Grossi, et l'utilisation d'un logiciel très puissant d'analyse de données, Palantir. À cela s'ajouteraient des soupçons de portes dérobées, de backdoor, dans des messageries comme WhatsApp ou dans des logiciels indiens qui seraient utilisés par l'Iran. Ce qui serait énorme si c'était avéré. Ça pourrait discréditer l'AEIA. C'est le risque pointé par l'analyse, oui. Ça mettrait en cause sa neutralité. Et face à ça, Téhéran, tirant les leçons de ce conflit récent, réagirait. Comment? En se tournant vers la Chine pour s'équiper. L'analyse mentionne spécifiquement la commande d'avions de chasse chinois, des J-10C. D'accord. Alors, si on essaie de faire une synthèse rapide de tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Cette analyse, au fond, elle nous dépeint cette guerre des 12 jours moins comme un affrontement militaire classique que comme une opération bien plus complexe, non? Ouais, un mélange de plusieurs choses. D'abord, une désescalade qui serait en fait contrôlée, maîtrisée. Ensuite, une guerre de l'information absolument intense. Et enfin, des calculs politiques internes très très forts, liés notamment, on l'a vu, à la survie politique de Netanyahou. Donc, ce qui ressort vraiment, c'est le point énorme de la perception du récit médiatique. Exactement. Ça, et puis l'enjeu démocratique fondamental de la liberté de la presse pour que les citoyens puissent évaluer ces conflits. Et surtout, je crois, l'affirmation de la cyberguerre comme un théâtre d'opérations majeures, peut-être même décisif à l'avenir. Ça nous oblige un peu à repenser nos vieilles grilles de lecture des conflits internationaux, quoi. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu en suspens que cette source soulève indirectement. Si, comme elle le suggère, les conflits modernes se jouent de plus en plus sur ces terrains immatériels, l'information, le cyberespace, comment est-ce que nos sociétés peuvent s'adapter en celles? Comment s'armer pour décrypter le vrai enjeu, au-delà des récits simplifiés qu'on nous sert souvent? Voilà, c'est tout pour cette exploration en profondeur aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Continuez à explorer, à vous interroger. On se retrouve très bientôt.